Eh ben, bonjour à tous, il est 10 heures. Je suis très heureux de voir que l'amphithéâtre est plein. Je ne sais pas si c'est surtout le fait que Hélène Brognier va parler après moi qui fait venir autant de monde, ou c'est simplement le bouche à horaire qui fait qu'il y a de plus en plus de monde qui vient. Mais donc, bienvenue. C'est le troisième de mes cours dans ce cycle organisé dans le cadre de la chaire Avenir commun durable. Donc aujourd'hui, comme indiqué, je vais vous parler de l'effet de serre, de l'augmentation de l'effet de serre et des autres perturbations du bilan énergétique de la Terre. Donc ça se passe bien évidemment dans le cadre de la compréhension du changement climatique actuel, du réchauffement climatique. Et en fait, vous allez voir que le premier tiers de mon exposé va être consacré à une analyse historique. En fait, on va regarder un petit peu comment, finalement, les chercheurs du climat, ou même d'ailleurs des gens qui étaient dans d'autres cadres, et qui ont apporté une contribution à la compréhension justement de qu'est-ce que c'est que l'effet de serre, quel est le rôle du dioxyde de carbone dans cet effet de serre, et est-ce qu'on voit l'impact de ce CO2 sur les températures de la Terre. Donc ça sera le premier tiers de mon exposé. Alors, et donc pour faire ça, en fait, je m'appuie sur une figure qui a été publiée dans le dernier rapport du GIEC. Vous voyez, c'est une des premières figures qui vous montre en haut, donc sur la période, c'est 1850 jusqu'à presque aujourd'hui. Vous avez donc d'une part la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en fait, qui aujourd'hui, enfin depuis 1957, on fait des mesures directes de concentration qui sont suffisamment précises. Avant, en fait, on s'appuie sur les carottes de glace pour reconstruire, pour connaître un petit peu quelle est la concentration à l'époque. Mais il faut bien, j'insiste sur le fait que les gens n'avaient pas forcément conscience de quelle était la concentration de dioxyde de carbone. Et puis, d'autre part, l'effet des températures ici, qui montre que certaines fluctuations dans toute cette période-là, et puis la remontée à partir de à peu près 1970. Et donc ici, en dessous, vous avez la frise qui montre un peu quelques événements marquants sur cette compréhension dont je parlais il y a un instant. Et vous allez voir, je vais faire un focus sur chacune de ces petits items. Donc on va commencer par Jean-Baptiste Joseph Fourier. Donc c'était un physicien français. Vous avez sa date de naissance et date de mort ici. Donc vous voyez, il intervient en 1822. Et en fait, Fourier, il s'est intéressé justement au climat. Et déjà à l'époque, vous voyez, en 1822, il y avait un certain nombre de choses qui étaient bien comprises, enfin qu'il a bien compris, mais c'est une information qui a diffusé dans la communauté. D'une part, le fait, ce qui est expliqué, enfin c'est une citation, que donc les climats, la météorologie dépend un petit peu de comment le Soleil apporte sa chaleur de manière hétérogène, et le fait que l'atmosphère, les courants marins, en fait, redistribuent ces chaleurs sur Terre. Mais surtout, pour ce qui concerne les effets de serre, je vous invite à lire un peu cette citation ici. Et en fait, vous voyez que déjà en 1824, il avait tout compris, quoi. C'est-à-dire, il avait tout compris le mécanisme principal de l'effet de serre, qui est que le rayonnement solaire traverse l'atmosphère pratiquement sans être modifié, pratiquement sans être absorbé. Il arrive à la surface, il chauffe la surface. Et par contre, la Terre se refroidit en émettant. Aujourd'hui, on appelle ça du rayonnement infrarouge. À l'époque, ils appelaient ça de la chaleur obscure. Hein. C'était ça le terme utilisé pour parler d'infrarouge. Et donc, il expliquait bien que, en fait, cette chaleur obscure, elle peut pas traverser l'atmosphère aussi facilement. Donc, le mécanisme de base de l'effet de serre, il était compris déjà, au moins par Jean-Baptiste Fourier, depuis 1822. Alors, à l'époque, en fait, au cours du XIXe siècle, les scientifiques ont commencé à réaliser qu'il y avait eu des périodes glaciaires dans le passé, c'est-à-dire qu'il y avait des traces du fait qu'il y avait des glaciers, que les glaciers alpins avaient été beaucoup plus présents dans un certain passé qu'il était au cours du XIXe siècle. Donc il y a eu plusieurs scientifiques qui ont contribué à cette compréhension, mais une personne un peu emblématique, c'était Louis Agassiz, un naturaliste suisse qui, à la base, était un paléontologue et zoologue, mais il s'est intéressé à cette question. Il a été convaincu par les travaux d'autres personnes, et puis ensuite, il a été un grand défenseur de cette idée. Il a organisé beaucoup de campagnes de terrain pour regarder justement quel était l'impact des glaciers sur la géologie, pour pouvoir ensuite interpréter
les signes de ces anciens glaciers à d'autres endroits. Et voilà, donc il a fait ça, lui, il a vraiment contribué à cette compréhension du fait que dans le passé, il y avait eu des époques beaucoup plus froides, sans du tout, à l'époque, comprendre comment ça venait. Une autre scientifique qui est mise en avant dans cette frise du GIEC, c'est Eunice Foote. Donc c'était une scientifique et féministe américaine. Donc il est dit dans le rapport du GIEC, il est dit, alors c'est peut-être écrit un peu trop petit, Foote a suggéré que le CO2 était un gaz à effet de serre. Alors Eunice Foote, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait pris des bouteilles, des bouteilles de verre, et puis elle les avait remplies de différents gaz, et puis elle les avait exposées au soleil, et elle avait constaté que lorsque les bouteilles étaient remplies soit d'eau un peu saturée, de gaz, d'air saturé en eau, ça se réchauffait beaucoup plus vite que lorsque l'air était sec. Et puis d'autre part, lorsque les bouteilles étaient remplies de dioxyde de carbone, et ben aussi elles se réchauffaient beaucoup plus vite. Donc, pour moi, ça, c'est pas de l'effet de serre, hein, c'est le fait que voilà, un gaz se réchauffe avec le soleil. Et d'ailleurs, dans son interprétation, elle parle bien des rayons du soleil. Hein. Ça, c'est le titre de l'article. On parle bien des rayons du soleil et pas du tout d'effet de serre. Donc, personnellement, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qu'elle a compris que le gaz carbonique était un gaz à effet de serre. Par contre, elle a bien montré qu'il y avait certains gaz qui avaient des propriétés radiatives, hein, d'absorption du rayonnement plus importantes que d'autres. Par contre, un gars qui a vraiment compris le truc, c'est John Tyndall, qui, donc quelques années après Eunice Foote, lui, pour le coup, il a vraiment fait des expériences avec un objectif de vraiment mesurer l'absorption du rayonnement infrarouge, de la chaleur obscure, hein, et pas simplement le rayonnement solaire. Il a vraiment fait la part entre la partie solaire et puis la partie infrarouge. Et donc, lui, il a regardé un peu cette absorption de rayonnement infrarouge par l'air simplement, par l'hydrogène, par le CO2, par la vapeur d'eau, par un certain nombre d'hydrocarbures. Et donc ça lui a permis de quantifier un petit peu la contribution de chacun de ces gaz. Et donc il a mis en avant l'impact de la vapeur d'eau d'abord, mais aussi du CO2. Donc quelques extraits que je représente ici, que je remontre ici. En fait, voilà la partie, la traduction, là c'est en anglais, ici vous avez en français, je vous laisse une minute pour lire ça. Mais en gros, il insiste vraiment sur l'effet de serre, enfin il ne l'appelle pas comme ça, mais c'est vraiment ça le mécanisme physique, c'est celui de l'effet de serre, plutôt de la vapeur d'eau, et il dit bien, s'il n'y avait pas cet effet de serre de la vapeur d'eau, eh ben, la Terre serait complètement gelée, et il ne pourrait pas y avoir de vie sur Terre, quoi. Donc là encore, quelque chose qui était bien compris, hein, déjà par John Tyndall dans la deuxième moitié du 19e siècle. Un peu plus tard, donc Arrhenius, qui est souvent mis en avant comme étant le premier à avoir fait des calculs de l'effet de serre du dioxyde de carbone. Donc lui, c'est un Suédois qui a été prix Nobel de chimie, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir avec l'effet de serre. Et donc lui, il a commencé à faire des calculs, justement, sur la base, entre autres, des mesures qui avaient été faites par John Tyndall. Hein, et puis il a calculé qu'effectivement, qu'il pourrait y avoir des variations de température jusqu'à 5-10 degrés, avec des variations importantes de la concentration de dioxyde de carbone. Alors lui, il faisait ça à l'époque, hein, non pas tellement pour anticiper les climats du passé, mais c'était d'abord pour justement comprendre les mécanismes qui sont à la base des variations de climat entre les périodes glaciaires et la période chaude qui vivait actuellement. Donc, enfin, il a quand même fait une première évaluation quantitative de l'impact du CO2, évidemment, quelque chose qui était avec des moyens qui étaient très limités par rapport à ce qui s'est fait plus tard. Mais quand même, hein, pour lui, l'augmentation du dioxyde de carbone du fait de la révolution industrielle, hein, déjà à l'époque, on commençait à brûler du charbon, donc il y avait quand même un certain nombre de gens qui disaient, puisqu'on brûle du charbon, on va augmenter la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et par conséquent, ça va augmenter les températures. Donc c'était Arrhenius, il disait ça entre autres, et lui, il voyait ça comme étant quelque chose de positif, hein, se dire, finalement, les températures plus élevées, ça va favoriser la croissance des plantes, et donc ça va être mieux pour le genre humain. Et même
à tel point qu'il y a un de ses collègues là, qui suggérait qu'en fait, on devrait brûler du charbon, non pas pour en utiliser de l'énergie, comme c'était déjà fait à l'époque, mais bien pour changer le climat. Donc il y avait déjà ces idées de faire de la géo-ingénierie, en fait, à partir de ça. Alors là, on va un peu plus tard. En fait, Chamberlain, quelques années plus tard, donc lui, il a commencé à dire, tiens, il n'y a pas juste une période glaciaire et puis une période chaude, c'est bien un cycle. Et il a compris que dans le cadre de ces cycles, le CO2 pouvait être une rétroaction, hein, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui modifiait soit la température, soit le CO2, ça entraînait une augmentation des températures, et donc ça pouvait entraîner une augmentation du CO2 aussi, quelque chose dont j'ai parlé un petit peu dans mon premier cours. Et donc à la fin, il disait, voilà, il reconnaît l'importance du CO2 dans ces alternances de périodes glaciaires, interglaciaires. Par contre, il disait bien que maintenant, il faut quand même qu'on comprenne quels sont les mécanismes à la base qui font que le CO2 peut augmenter dans l'atmosphère. Il n'avait pas identifié quelle était la cause première de ces cycles. Ulber, un peu plus tard, lui finalement, la connaissance progresse. Hein, on a des meilleures mesures de l'absorption du dioxyde de carbone, du rayonnement infrarouge par le dioxyde de carbone, par des mesures qui sont faites en laboratoire. Donc il confirme un petit peu les travaux qui avaient déjà été faits par Arrhenius un peu plus tôt. Mais à l'époque, quand même, il y avait encore un certain scepticisme dans la communauté sur le fait que le CO2 pouvait modifier le climat, c'est ce que j'ai mis ici. Parce qu'il y avait quand même l'argument que, ok, le CO2 absorbe le rayonnement infrarouge, mais la vapeur d'eau aussi, et en fait, tout est saturé, donc vous avez beau rajouter du CO2 dans l'atmosphère, puisque la vapeur d'eau a déjà saturé cet effet de serre, il va rien se passer. Donc il y avait quand même encore un certain scepticisme à l'époque là-dessus. Et donc, pourquoi est-ce que l'argument de saturation de l'effet de serre était un mauvais argument? J'y reviendrai dans la suite de mon exposé un peu plus tard. Donc, je continue ma frise historique avec Calendar. Donc, Calendar, donc là, la frise indique quelque chose qui a été faite en 1938. En fait, lui, il a repris. Donc, d'abord, ce n'était pas un scientifique, hein, c'était un ingénieur qui travaillait sur les machines à vapeur. Simplement, il s'intéressait à la météorologie, et donc il a repris un peu tous les enregistrements de température qui étaient disponibles à l'époque. Et puis, il a dit, en fait, on voit déjà que la température de la Terre est en train d'augmenter. Et finalement, c'est peut-être dû à l'augmentation du CO2. Donc, ça a été un des premiers à dire, on le voit déjà, quoi. Le signal CO2 température, on commence à le voir. Donc, c'était l'information en 1938. Bon, ceci dit, ce n'était pas une idée qui était déjà admise par l'ensemble de la communauté. D'une part, parce qu'il y avait toujours cette idée dans l'air de saturation de l'effet de serre par la vapeur d'eau. Et puis d'autre part, à l'époque, on n'avait pas encore de mesure précise du dioxyde de carbone atmosphérique. C'est-à-dire qu'on savait qu'on brûlait du charbon, on savait qu'on mettait du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais il y avait des gens qui pensaient que de toute façon, ce dioxyde de carbone il était absorbé par les océans, par la végétation, et donc qu'il n'y avait pas de modification de la concentration. On n'avait pas à l'époque des mesures suffisamment précises pour pouvoir dire, le CO2 a augmenté. Donc lui, il a plutôt dit, puisque la température augmente, c'est peut-être dû au CO2, et pour ça expliquerait une certaine augmentation de la concentration de ce fameux CO2. Place un peu plus tard, donc toujours sur ma frise, lui, il a fait des calculs encore plus précis, justement, parce qu'on commençait à avoir des ordinateurs qui permettaient de faire ça. Là aussi, il y avait des mesures en laboratoire plus précises, et donc il a fait une estimation encore plus précise que les précédents sur, justement, de combien la température doit augmenter si on augmente le dioxyde de carbone atmosphérique. Mais là aussi, sans rétroaction particulière. Et voilà. Et alors, un peu plus tard, donc Killing, alors dans la frise, c'est plutôt
plutôt Revel qui est mis en avant, mais en fait, Killing, qui est montré ici, et Revel ont travaillé en fait. En fait, Revel, c'était le directeur du Scripps Institute of Oceanography. Alors ça m'amuse parce que c'est là que j'ai fait mon postdoc il y a 35 ans. On voit la photo. Ça, c'était le truc que je voyais depuis mon bureau. Et donc, Revel, lui, il avait compris que le CO2, c'était important pour le climat. Il avait compris l'importance de faire des mesures de la concentration très précises. Et donc, il a demandé à Killing de faire ces mesures. Et donc, Killing a mis au point l'appareil qui permettait de faire ça. Et il a commencé les mesures à Mauna Loa. Donc, depuis, on a ces mesures de concentration du dioxyde de carbone à Mauna Loa depuis à peu près 1957. Et vous voyez qu'au bout de quelques années, on a pu dire, ah bah ouais, tiens, la concentration de dioxyde de carbone augmente. Donc vous avez, il y a ce cycle annuel que j'ai expliqué lors de ma leçon inaugurale, mais il y a aussi cette augmentation. Il suffit de 2 ans de mesure pour confirmer que le dioxyde de carbone, la concentration du dioxyde de carbone augmentait dans l'atmosphère, donc que tout n'était pas absorbé par les océans, et que donc potentiellement il y avait un impact sur le climat. Et puis le dernier que je prends dans la frise, parce que bon après c'est des choses qui sont plus récentes finalement, qui sont plutôt dans ce qu'on fait aujourd'hui. Manabe en fait ça a été le premier à faire de la modélisation du climat, de la modélisation un peu complète, en prenant en compte certaines rétroactions. Ceux qui étaient à ma leçon inaugurale, j'ai expliqué un petit peu ce que c'était des rétroactions. C'est un mécanisme dans lequel l'effet initial est amplifié par des mécanismes. Donc en particulier, la vapeur d'eau, Hélène en parlera tout à l'heure, la vapeur d'eau en fait est augmentée par l'augmentation des températures, et la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre, donc elle va renforcer l'effet initial. Et donc pour quantifier vraiment ce réchauffement climatique, il faut prendre en compte ces rétroactions. Et donc, en faisant de la modélisation du climat, Manabe a pu prendre ça. Et donc, voilà un petit peu le premier article justement qui décrit cette modélisation, où il prend en compte aussi l'impact de la vapeur d'eau. Donc, voilà, j'ai terminé ma frise historique. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus de la physique des processus. Donc là, je décris un petit peu le mécanisme. Vous allez voir, je vais décrire le mécanisme de l'effet de serre. Et en fait, là, je décris le bilan énergétique de la Terre. Alors, bien évidemment, c'est de manière qui est très grossière, c'est-à-dire que ce sont des moyennes dans l'espace sur toute la Terre et dans le temps, c'est-à-dire que ce sont des moyennes annuelles. Si vous regardez un endroit donné, à un instant donné, les chiffres peuvent être très différents de ça. Donc, j'insiste sur le fait que ce sont des moyennes. Et donc, en fait, sur la partie gauche de la figure, on a ce qui se passe avec ce rayonnement solaire, et puis sur la partie droite de la figure, on a ce qui se passe avec l'infrarouge. Et donc là, c'est montré, ça se passe à des longueurs d'onde, donc c'est toujours du rayonnement électromagnétique, simplement ce rayonnement a des longueurs d'onde différentes. Si vous voulez, les longueurs d'onde, c'est des couleurs différentes, simplement on parle plutôt de couleurs dans la partie du spectre visible, donc la partie du spectre visible, c'est une toute petite partie du spectre électromagnétique qui est montrée ici, donc les vraies couleurs, elles sont là-dedans, mais imaginez que si on avait un œil qui était sensible à l'ensemble du spectre, potentiellement on pourrait voir les différentes couleurs, donc qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là. Voilà. Et donc la partie de l'infrarouge, c'est des longueurs d'onde qui sont plus importantes. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement pas de recouvrement entre le spectre solaire qui intervient sur la Terre et puis le spectre infrarouge qui est émis sur la Terre. Pourquoi ? Parce que le Soleil, il émet à une température de l'ordre de 5000 degrés. La surface du Soleil est à 5000 degrés. Donc son rayonnement, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle un corps noir à 5000 degrés. Et puis la Terre est beaucoup plus froide. L'ordre de grandeur, c'est plutôt 250 degrés Kelvin. C'est plutôt 0 degré l'atmosphère. 15 degrés la surface, 0 degré l'atmosphère. Et donc ça émet à des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus longues. Alors qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors d'abord, on regarde le rayonnement solaire. Donc vous avez ici en fait le rayonnement solaire qui arrive au sommet de l'atmosphère. C'est 1365. En fait, là aussi, il y a des variations quand même en fonction de l'année, en fonction de la période de l'année.
la Terre est plus ou moins loin du Soleil. Donc ce chiffre-là, il varie de quelques pourcents. Mais en moyenne annuelle, ce qui arrive au sommet de l'atmosphère, c'est 1365 watts. Et alors pourquoi j'ai une division par 4 ici? C'est que, en fait, il y a une partie qui est à la nuit, hein, et puis le Soleil, il n'est pas partout à la verticale. Donc en gros, c'est le rapport entre la surface de toute la Terre et puis la surface de la Terre qui intercepte le Soleil. Donc en gros, en moyenne, vous avez 350 watts par mètre carré qui arrivent au sommet de l'atmosphère. Il y en a une partie qui est réfléchie par les nuages, il y en a une partie qui est réfléchie par la surface. Donc en gros, vous avez 30% à peu près de ce qui arrive qui repart, donc qui ne contribue pas à réchauffer la Terre. Il y en a une petite partie qui est absorbée par l'atmosphère, et puis on a une grosse partie finalement qui va être absorbée en surface soit sur les terres, soit par les océans. Donc ça, c'est ce qui finalement, c'est la quantité de chaleur, d'énergie finalement que la Terre reçoit, c'est la somme, enfin que la Terre absorbe, c'est la somme de ce chiffre-là et puis de ce chiffre-là. Si vous ne voulez pas que la Terre se réchauffe, il faut que la Terre évacue cette énergie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, elle évacue cette énergie en émettant du rayonnement infrarouge. Donc le rayonnement infrarouge qui va sortir de l'espace, en gros, il faut que la somme de ce chiffre-là plus ce chiffre-là soit égal à ce chiffre-là. Attention, ce chiffre-là, c'est 1365 divisé par 4, donc ça fait à peu près 350, ou 340. Donc vous avez à peu près la somme de ce chiffre qui équilibre le bilan. Mais ce qui se passe dans l'atmosphère, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, en particulier, vous voyez qu'à la surface, la surface est chaude, donc elle émet du rayonnement infrarouge, et puis dans le même sens, l'atmosphère est chaude aussi, et donc elle émet du rayonnement infrarouge vers le bas. Donc vous voyez que le bilan net du rayonnement infrarouge, c'est finalement un chiffre qui est assez petit par rapport à chacune des fractions, mais vous voyez que globalement, c'est quand même la surface qui réchauffe l'atmosphère. Cette flèche-là, elle est plus grande que cette flèche-là, donc c'est bien la surface qui réchauffe l'atmosphère, mais n'empêche que s'il n'y avait pas l'atmosphère, il n'y aurait pas cette grosse flèche qui descend vers le bas, et donc vous voyez bien que l'atmosphère contribue à réchauffer la surface. Maintenant, si on veut faire le bilan énergétique, mais vous voyez que la partie du rayonnement qui est émis par la surface et qui s'échappe vers l'espace, c'est une toute petite partie. Vous voyez, 396, il y en a 40, sur les 396, il y en a 40 qui s'échappent vers l'espace. Donc l'essentiel, 90% du rayonnement qui est émis par la surface est en fait absorbé par l'atmosphère. Et puis l'atmosphère, ensuite, va le réémettre. L'atmosphère émet du rayonnement qui, lui, pour le coup, va pouvoir s'échapper vers l'espace. Vous voyez que l'essentiel, en fait, du rayonnement qui s'échappe vers l'espace, il ne vient pas de la surface. L'essentiel vient de l'atmosphère, soit la fenêtre atmosphérique, j'y reviendrai, soit par les différentes longueurs d'onde dans l'atmosphère. Et maintenant, par contre, la surface, elle se refroidit un petit peu en émettant du rayonnement infrarouge, mais surtout en émettant, en fait, par ce qu'on appelle de la chaleur sensible et la chaleur latente. Alors la chaleur sensible, c'est simplement que la surface, elle communique sa chaleur à l'air qui est juste au-dessus. Et puis la chaleur latente, c'est que lorsqu'il y a du rayonnement solaire qui chauffe la surface, ça fait de l'évaporation. Et en fait, quand il y a de l'évaporation, ça absorbe un petit peu de l'énergie. Et puis après, au moment où la vapeur d'eau se transforme en nuage, il y a une restitution d'énergie. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la chaleur latente. C'est des chaleurs qui sont échangées lors des processus d'évaporation et de condensation. Donc, juste un petit point, on parle beaucoup d'effet de serre, et en fait, c'est une énorme erreur. Les premières personnes qui ont appelé ça des effets de serre dès la fin du XIXe siècle, je pense qu'ils ont fait une erreur en le nommant comme ça. Alors, pourquoi je dis que c'est une erreur? Parce qu'en fait, dans une serre, pourquoi est-ce qu'il fait chaud dans une serre? C'est essentiellement parce que l'air qui est chauffé par le soleil ne peut pas s'échapper. En dehors de la serre, lorsque l'air est chauffé par le soleil, l'air devient plus léger. Il y a une détente, donc l'air devient plus léger. Et donc, puisque l'air est plus léger, il part vers l'eau, et puis il est remplacé par de l'air froid. Si vous fermez la porte de la serre, l'air chaud ne peut pas s'échapper. Et donc, c'est ça qui conduit à ce qu'il fasse particulièrement chaud dans
dans la serre, alors que l'effet de serre qui intervient dans le climat, c'est un effet qui est radiatif. C'est le fait qu'il y a ces échanges de rayonnement infrarouge. Et en fait, donc, voilà, donc l'effet de serre, c'est un terme qui est impropre. Et ce fait qu'il y a un impropre, ce truc que ce soit un terme impropre, c'est quelque chose qui a été compris dès 1920. Enfin, la différence entre ce qui se passe dans une serre et ce qui se passe dans l'atmosphère, c'était déjà compris en 1909. Vous voyez que dans cet article, donc justement, il a regardé précisément les mécanismes physiques, et donc il a bien compris que dans une serre, en fait, c'est essentiellement la perte de convection qui est importante, et pas du tout l'effet, enfin, et beaucoup moins l'effet radiatif qui, lui, pour le coup, est dominant dans le cadre de l'effet de serre climatique. Bon. Alors, je vous ai dit, c'est saturé. Enfin, il y a eu, pendant longtemps, il y a des gens qui argumentaient que finalement, l'effet de serre était saturé, donc vous aurez beau rajouter du CO2 dans l'atmosphère, eh ben, ça n'allait pas changer grand-chose. Et à vrai dire, ce genre d'argument, je le vois encore aujourd'hui. Certaines personnes qui nient, qui sont dans le déni du changement climatique, ou au moins dans le déni de la cause anthropique sur le climat. Un des arguments que je vois souvent passer, c'est le fait que l'effet de serre est saturé, et que donc le CO2 ne peut pas être la cause du réchauffement climatique actuel. Alors, les gens qui disent ça, ils ont tort, ils ont raison et ils ont tort en même temps. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Si on s'intéresse à la partie du rayonnement solaire, du rayonnement infrarouge qui est émis par la surface et qui va s'échapper au sommet de l'atmosphère, eh ben, on regarde, c'est ça qui est regardé sur cette figure-là. En fonction, vous avez la concentration en fonction de la concentration du dioxyde de carbone, et vous avez la quantité du rayonnement infrarouge qui est absorbé, donc transmis, enfin c'est le 1 moins ce qui est transmis. Et donc effectivement, on voit que pour les très faibles concentrations, il se passe quelque chose, mais que finalement, nous aujourd'hui, on est à peu près à 420, et puis vous voyez que même à 250, finalement, il ne se passe plus grand-chose, la courbe est complètement plate, et la courbe est complètement plate, en particulier lorsqu'on prend en compte l'effet de la vapeur d'eau. C'est-à-dire qu'ici, on suppose qu'on a une atmosphère qui est constituée uniquement de dioxyde de carbone, et puis là, on prend aussi en compte l'effet de la vapeur d'eau, et donc, effectivement, on a l'impression, finalement, vous passez de 400 à 500, il n'y a aucune différence. Donc, les gens qui disent l'effet de serre est saturé, ils ont partiellement raison, s'ils considèrent simplement l'émission, comment est-ce que l'émission du sol, l'émission infrarouge du sol, va pouvoir ou pas s'échapper vers l'espace. Mais en fait, dans l'atmosphère, le mécanisme de l'effet de serre, c'est celui-là. Vous vous souvenez, là, il y a quelques minutes, je vous ai expliqué que le rayonnement infrarouge qui sort au sommet de l'atmosphère, donc qui permet à la Terre de se refroidir, c'est pas du tout, ou très très peu ce qui vient de la surface, c'est vraiment ce qui se passe dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, c'est différent, parce que, donc là, vous voyez que dans l'atmosphère, par exemple, ce qui est émis par les couches basses de l'atmosphère, eh ben, sur le trajet, il va rencontrer de la vapeur d'eau, il va rencontrer du CO2, donc il va être absorbé. Donc finalement, ce qui est émis, le rayonnement infrarouge qui est émis par les couches basses de l'atmosphère, c'est un petit peu la même chose que le rayonnement infrarouge qui est émis par la surface. Il ne sort pas vers l'espace parce qu'il est absorbé sur le trajet. Par contre, dans les couches de l'atmosphère qui sont très très élevées, vraiment, si on regarde ce qui se passe à 20 km, là, pour le coup, à 20 km, ce qui est émis par la couche d'atmosphère à 20 km, elle a très peu de vapeur d'eau au-dessus d'elle, elle n'a pas beaucoup de CO2 au-dessus d'elle, donc là, elle va pouvoir sortir. Et donc, finalement, ce qui sort, le rayonnement infrarouge qui sort au sommet de l'atmosphère, c'est quelque chose qui c'est émis par des couches d'atmosphère qui sont un peu entre les deux, qui sont en gros, l'ordre de grandeur, c'est à 5 km. Quoi. Ensuite, ça dépend des longueurs d'onde, ça dépend des couleurs, mais voilà, mais l'ordre de grandeur, c'est à 5 km. Maintenant, si vous rajoutez du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'effet, il va être encore plus puissant, mais n'empêche qu'il a beau être plus puissant, les couches hautes de l'atmosphère, elles vont continuer à pouvoir émettre vers l'espace. Donc simplement, ça va modifier l'altitude à laquelle le rayonnement qui s'échappe vers l'espace va être émis. Et donc il va être plus élevé. L'altitude moyenne d'émission va être plus élevée. Et puisque l'altitude moyenne est plus élevée, les températures sont plus faibles, et par contre, ça va émettre moins de rayonnement infrarouge. Donc, du coup, l'effet de serre
pour ce qui est émis par la surface, l'absorption est effectivement saturée, mais l'effet de serre, ce n'est pas ça. L'effet de serre, ce n'est pas ce qui est émis par la surface, c'est ce qui est émis par l'atmosphère. Et quand on regarde ce qui est émis par l'atmosphère, là, pour le coup, il n'y a pas du tout de saturation. J'espère avoir été clair. Je suis conscient que c'est complexe. Oula, peut-être pas. Alors, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, je veux vous montrer qu'en fait, ce truc-là, on le comprend parfaitement. Et pour vous montrer qu'on le comprend parfaitement, je vous montre une observation. Ça, c'est une observation par satellite, justement, de ce rayonnement infrarouge qui arrive à sortir de l'espace. Il y a le satellite, qui est donc en dehors de l'atmosphère, il regarde vers le bas, et il regarde le rayonnement infrarouge en fonction de la longueur d'onde. Enfin, là, c'est le nombre d'ondes. Et ensuite, là, ça, c'est pour le coup, ce sont des calculs. Là, ici, on a des calculs de qu'est-ce qui absorbe à quelle longueur d'onde et quel gaz. Et donc là, par exemple, vous savez que la vapeur d'eau absorbe le rayonnement infrarouge, mais seulement à certaines longueurs d'onde. Vous voyez que dans toute cette zone-là, la vapeur d'eau absorbe énormément, et par contre, elle absorbe pas beaucoup ici. Et puis, pareil, là, on a le CO2 dans cette pardon, j'ai dit le contraire. Non, c'est la transmission. Donc c'est le contraire. Ici, il y a peu de transmission, donc ça veut dire que la vapeur d'eau absorbe, et au contraire aux autres longueurs d'onde. Et là, par exemple, dans cette zone-là, où vous voyez un creux, donc il y a peu de rayonnement infrarouge qui sort, et on voit que c'est l'ozone qui absorbe. Donc on voit un petit peu les différents gaz. Donc ici, c'est le CO2 de cette partie-là, c'est essentiellement le dioxyde de carbone. De même, ici, c'est le dioxyde de carbone. Ici, c'est plutôt l'ozone. Et puis, dans tout le reste, en particulier ici, c'est la vapeur d'eau. Donc ça c'est des calculs. Et en fait, quand on compare nos calculs à l'observation, ça marche vraiment parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a moins de 1% d'écart entre ce qui est observé et puis ce qui est calculé. Et du coup, puisqu'on a ces modèles qui nous permettent de calculer très précisément ce qui se passe, ces mêmes modèles, on peut leur dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si je rajoute du dioxyde de carbone, comment est-ce que ces différentes zones vont diminuer, parce que la transmission va encore diminuer, et donc, parce qu'il y a plus d'absorption. Donc on a ces modèles qui nous permettent de calculer ça parfaitement, et ces modèles sont validés par l'observation. Donc tout ça pour dire que l'effet de serre, finalement, il est compris depuis longtemps, il est quantifié par ces calculs-là, et puis il est validé, entre autres, par l'observation spatiale. Alors là, je vais vous faire il y a encore une planche qui est un petit peu compliquée. Je m'en excuse par ailleurs. Bon, c'est pas grave pour comprendre la suite, mais en fait, vous avez peut-être déjà entendu parler du forçage radiatif. Alors, qu'est-ce que c'est que le forçage radiatif? C'est comment est-ce que le bilan radiatif de la Terre, donc ce qui sort, ce qui peut arriver, enfin la partie du rayonnement solaire qui est réfléchi ou la partie du rayonnement infrarouge qui est émis, comment ça va être modifié par soit un processus naturel, soit les activités humaines. En fait, ça se mesure, ça ne peut pas vraiment se mesurer parce que quand vous êtes dans l'espace, en fait, il y a toujours plein de choses qui bougent en même temps. Et donc, on ne peut pas isoler juste cette partie-là. Donc, la quantification d'un forçage radiatif, c'est toujours le résultat d'un calcul. Donc, en fait, on va regarder, on va utiliser un modèle de climat ou quelque chose d'un peu plus simple qu'un modèle de climat. On va partir, donc il y a un certain profil de température dans l'atmosphère, et puis on va calculer comment une perturbation. Donc une perturbation, ça peut être rajouter du dioxyde de carbone, ça peut être rajouter des aérosols, ça peut être modifier l'albédo de la surface. Et comment est-ce que ça va changer justement le rayonnement, le bilan d'énergie au sommet de l'atmosphère? Et en fait, on peut faire ça de différentes manières. Soit on dit que il y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, sauf la perturbation qu'on veut faire. Donc, c'est-à-dire que le profil de température est fixe, la quantité de nuages est fixe, la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère est fixe. On bouge juste la perturbation.
On peut faire ça. Bon, ça, c'est le plus simple. Mais en fait, pour prendre en compte justement le forçage radiatif, quelquefois, et en particulier, si on veut en prendre en compte l'effet des aérosols dans l'atmosphère ou l'effet d'une perturbation d'albédo, eh ben, il faut accepter quand même qu'il y a enfin, pour voir l'effet, il faut accepter de faire changer des choses. Et donc, il y a différentes manières de faire, du plus simple à gauche au plus compliqué. Quelquefois, enfin, ce qui a été fait pendant longtemps, c'était juste laisser la température de la stratosphère bouger, et puis et par contre, tout le reste est fixe. Et puis maintenant, on fait des choses qui sont un peu plus complexes. Alors, soit on suppose que dans notre modèle de climat, on va imposer que la température à la surface est fixe. Évidemment, la température à la surface, elle a un impact sur la température de l'atmosphère. Donc, on ne laisse pas partir la température de l'atmosphère trop loin, mais on la laisse bouger un peu. Ou il y a une autre manière qui dit on va laisser bouger la température sur Terre, mais par contre, on va supposer que la température des océans, elle ne bouge pas. Et puis, ou alors, on laisse tout bouger. Et puis, donc, on regarde un petit peu quelle est la modification des flux au sommet de l'atmosphère dans ces différents cas. Et à chaque fois, on part d'une simulation où il n'y a pas la perturbation, une simulation où il y a la perturbation, et puis le forçage radiatif, c'est la différence entre les deux. Bon, je suis conscient que c'est compliqué à comprendre, mais je vais vous donner quelques exemples. Alors d'abord, on peut s'intéresser au forçage naturel. Il n'y a pas le bilan d'énergie de la Terre, il n'a pas attendu qu'il y ait des humains sur Terre pour bouger. Et en fait, il y a deux causes principales, il y a deux forçages naturels principaux. C'est le solaire, c'est-à-dire que le rayonnement, le Soleil, il n'est pas parfaitement fixe, c'est-à-dire que la puissance qui est émise par le Soleil, elle peut varier un petit peu dans le temps. Et puis, il y a le volcanisme. Le volcanisme, c'est lorsqu'il y a des grosses éruptions volcaniques, ça injecte des aérosols dans l'atmosphère, et ces aérosols vont avoir un impact sur le climat. Alors, regardons un petit peu ça. Alors, en fait, la constante solaire, enfin, la constante qui n'est pas une constante, justement, elle est mesurée de manière assez précise depuis une cinquantaine d'années, et puis on a des proxys qui nous permettent d'estimer quelle était cette puissance du Soleil dans le passé. Et en gros, voilà, donc le forçage radiatif qui est, enfin, vous voyez, dans le passé qui est ici, là c'est un zoom sur la période 1850-2000, enfin le présent, avec, on voit quand même que le Soleil, il a un cycle de 11 ans, le cycle de 11 ans avec une variation qui est de l'ordre de 1 watt par mètre carré entre le maximum et le minimum. Hein. Donc vous voyez que sur 1361, il y en a un, il y a une amplitude de 1, donc ça reste tout petit. Mais surtout, les variations d'un cycle à l'autre sont encore plus petites. Et donc les estimations de ce forçage, comment est-ce que la variation du Soleil impacte donc le bilan d'énergie de la Terre, eh ben, l'ordre de grandeur, il est de 0,1 watt par mètre carré. C'est ça l'estimation de l'impact de cette variation du rayonnement solaire. Sur les éruptions volcaniques, vous voyez que c'est beaucoup plus variable, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il y a pas mal d'éruptions volcaniques, et puis il y a des périodes où il n'y en a pas beaucoup. Toujours une perspective sur les derniers 2500 ans, et puis un zoom sur la période plus récente, où on a des informations plus précises. Et donc vous voyez que la dernière grosse éruption volcanique, c'était le Pinatubo, qui a eu un impact, là pour le coup, vous voyez que c'est pratiquement 2 watts par mètre carré. Hein, on part de 0, et puis, enfin, c'est un effet refroidissant qui est de 2 watts par mètre carré, mais ça ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que ces particules, j'en ai parlé un petit peu dans mon dernier cours, hein, mais elles retombent en 1 à 2 ans. Et donc cette perturbation radiative de ces aérosols volcaniques, eh ben, ça a cette durée-là, mais avec une perturbation qui est plus importante. Alors, donc vous voyez que ça va être faible, enfin je vais vous démontrer que ça va être faible par rapport aux perturbations anthropiques, mais bien sûr, on peut toujours dire, mais il y a peut-être des mécanismes amplificateurs, hein, peut-être qu'il se passe quelque chose, que ce forçage solaire, eh ben, il y a un mécanisme dans la stratosphère ou ailleurs qui va amplifier cette chose-là. Mais pour le moment, ces mécanismes, ils n'ont pas été démontrés, enfin, ils n'ont pas été quantifiés.
Et donc, finalement, on a beau chercher, on ne trouve rien, donc leur existence me paraît peu probable, même si on ne peut jamais affirmer c'est jamais possible d'affirmer que quelque chose n'existe pas. Par contre, il n'y a pas de raison de penser que ces mécanismes naturels inconnus, ils ont plutôt un effet réchauffant ou plutôt un effet refroidissement. Tant qu'on ne les a pas identifiés, on ne peut pas dire quel est leur signe. Alors, il y a l'effet des aérosols. Ça, c'est un tout petit résumé de ce que j'avais raconté la semaine dernière, pour vous rappeler que donc, les aérosols, ce sont les petites particules qui sont en suspension dans l'atmosphère. Et ces particules, ils ont d'abord un effet direct sur le rayonnement solaire, parce qu'ils réfléchissent une partie du rayonnement solaire vers l'espace, et puis d'autre part, ils peuvent modifier l'albédo de la surface, en particulier lorsqu'ils sont déposés sur la neige. Et puis surtout, les aérosols, ils ont un impact sur la vie des nuages, sur l'albédo des nuages, et du coup, enfin voilà. Et donc, en modifiant les nuages, ils vont avoir un impact sur le bilan radiatif de la Terre. Donc, j'en avais parlé dans mon cours de la semaine dernière. Et cet effet, globalement, il y a des impacts réchauffants, il y a des impacts refroidissants, mais globalement, on est à peu près certain que les effets sont refroidissants. Avec quand même avec des grosses variations spatiales. Je le montre ici. Voilà l'impact de ces aérosols, enfin une carte une carte de l'impact des aérosols anthropiques sur le bilan énergétique de la Terre. Vous voyez que dans l'hémisphère sud, en fait, on ne sait pas très bien parce qu'il y a du positif, du négatif, c'est assez faible, donc on n'est même pas sûr si c'est positif ou négatif. Par contre, dans l'hémisphère nord, là, il y a peu de doute que l'effet il est refroidissant. Vous voyez qu'il est dans le bleu, avec en particulier dans les moyennes latitudes. En fait, on est autour des zones qui sont polluées, hein, donc l'est des États-Unis, l'Europe, et puis tout ce qui est le continent asiatique, sachant qu'il y a quand même une évolution temporelle qui est assez forte. Hein. Vous voyez toujours ma frise de 1850 au présent. En fait, l'humain a mis beaucoup d'aérosols. Enfin, avec le développement industriel, l'humain a mis de plus en plus d'aérosols dans l'atmosphère, et puis il s'est rendu compte que ça avait quand même des impacts sur la santé qui étaient importants. Donc il y a eu tout un tas de politiques qui ont été mises en place pour diminuer cet effet. Et donc on voit que l'effet des aérosols, qui là pour le coup c'est l'effet climatique des aérosols, ce n'est pas l'effet sur la santé, il est en rapide réduction en Europe, en rapide réduction en Amérique du Nord, et même en Asie, en fait, où il a augmenté jusqu'à beaucoup plus récemment, mais en Chine aussi, finalement, la Chine a pris aussi des mesures pour réduire cette pollution. Et donc, sur les 10 dernières années, il y a eu aussi une diminution de la quantité d'aérosols en Chine. Bref, donc, mais l'effet global, il est toujours là, hein, il est montré ici. Et donc, cet effet global, on va le retrouver quand on fait un peu ce bilan de l'ensemble des effets radiatifs, avec ici, vous avez l'impact des gaz à effet de serre qui est réchauffant, donc toujours exprimé en watts par mètre carré. Je suis désolé, j'ai oublié de mettre les unités ici, ce sont des watts par mètre carré, donc l'effet réchauffant des gaz à effet de serre, l'effet refroidissant des aérosols, le solaire qui est très faible, mais on ne sait même pas s'il est plutôt positif ou négatif. Et puis il y a d'autres effets, en particulier la vapeur d'eau dans la stratosphère, dont Hélène va vous parler dans un instant. Et donc, si on met tout ça ensemble, vous voyez que l'effet net gaz à effet de serre plus aérosol, il est clairement réchauffant, avec une barre d'incertitude qui vient beaucoup de la barre des incertitudes des aérosols. L'effet des aérosols est beaucoup plus incertain que l'effet des gaz à effet de serre. C'est beaucoup plus facile de quantifier les gaz à effet de serre parce qu'ils sont bien mélangés dans l'atmosphère que de quantifier l'effet des aérosols, d'une part parce que leur distribution spatiale et temporelle est beaucoup plus hétérogène, et puis d'autre part parce que l'effet des aérosols sur les nuages, il est vraiment compliqué à mettre en avant. Alors ça, en fait, quand vous avez cette figure-là, comment est-ce qu'on a obtenu ça? En particulier, comment on a obtenu ça pour les gaz à effet de serre? On a simplement regardé de combien la concentration ici de dioxyde de carbone ou de méthane ou de protoxyde d'azote ou des autres gaz chlorés a augmenté dans l'atmosphère. On a utilisé les modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, et puis on a calculé avec
dioxyde de carbone de 1750 et puis avec le dioxyde de carbone d'aujourd'hui, de combien le rayonnement infrarouge avait varié. Et donc, c'est ça qui nous donne cette barre. Maintenant, il y a une autre manière de faire, c'est-à-dire on va plutôt s'intéresser aux émissions. C'est-à-dire on va s'intéresser aux émissions soit de dioxyde de carbone, soit de méthane, soit de protoxyde d'azote, mais aussi les NOx, qui est un gaz polluant. On va regarder quel est l'impact. Quel est l'impact justement sur l'effet de serre. Alors, pour le dioxyde de carbone, c'est assez simple, parce que finalement, le gaz de dioxyde de carbone, c'est une molécule qui est stable, donc elle interagit avec personne, en tout cas dans l'atmosphère, elle interagit avec personne, et donc l'impact du dioxyde de carbone sur l'effet de serre, l'impact des émissions de dioxyde de carbone sur l'effet de serre, c'est essentiellement lié au fait que la concentration de dioxyde de carbone augmente du fait de ces émissions. Maintenant, si on regarde l'impact des émissions de méthane, c'est plus compliqué, parce que les émissions de méthane, ça conduit bien sûr à une augmentation de la concentration de méthane dans l'atmosphère, donc une augmentation de l'effet de serre, mais en fait, le méthane, de par sa chimie, il a aussi un impact sur l'ozone, sur la concentration de l'ozone dans l'atmosphère, et qui est montré, ça augmente les concentrations d'ozone, et puisque l'ozone est un gaz à effet de serre, ça va aussi avoir un impact, qui, dans ma figure précédente, était compté comme un impact ozone. Mais ici, on regarde l'impact des émissions, et donc on regarde l'impact des émissions du méthane sur la concentration en ozone, et donc sur l'effet de serre qui est dû à l'ozone. Et puis d'autre part, ça a aussi un impact sur la vapeur d'eau dans la stratosphère, qui là aussi va contribuer à réchauffer. Puis il y a un tout petit effet, c'est que le méthane, une fois qu'il est oxydé et qu'il se transforme en CO2, il va contribuer aussi à l'effet du CO2, mais en proportion, c'est tout petit, parce que puisque la molécule de méthane est beaucoup plus efficace à absorber le rayonnement infrarouge que la molécule de CO2, une fois qu'elle s'est transformée en CO2, c'est plus très grave. Et puis un truc, donc je ne vais pas tout détailler cette figure, mais quelque chose qui est vraiment plus complexe, c'est ce qui est montré ici, les émissions de NOx. Donc le NOx, c'est un gaz polluant qui est émis en particulier par le trafic automobile. Et ces NOx, ils ont une propriété, ils vont conduire, après pas mal de réactions chimiques, à détruire le méthane. Et par conséquent, les émissions de NOx, puisqu'ils conduisent à moins de méthane dans l'atmosphère, ils ont plutôt un effet qui est refroidissant. Cet effet-là, orange, c'est l'effet refroidissant qui est lié au fait qu'on a détruit le méthane. Par contre, on a ces mêmes émissions de NOx, ils ont conduit à augmenter l'ozone, et donc il y a un petit effet réchauffant. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que des études, tiens, j'émets un composé dans l'atmosphère, quel est son impact sur le climat ? Ce n'est pas juste le fait qu'on va changer la concentration de ce composé-là. Il faut, si on veut avoir un bilan complet, il faut prendre l'ensemble de la chimie dans l'atmosphère, des processus dans la chimie dans l'atmosphère, et donc c'est ce qui est fait pour obtenir les figures de ce type-là. Évolution temporelle des forçages. Donc là, vous avez toujours une figure depuis 1750 jusqu'au présent, avec les différents processus qui modifient le bilan d'énergie de la Terre. Alors, vous avez le CO2, le premier, enfin celui dont on parle tout le temps, qui, vous voyez, il a augmenté tout doucement, et puis là, depuis typiquement 1940, il augmente beaucoup plus rapidement dans l'atmosphère. Du coup, il contribue à réchauffer le climat. Vous avez le méthane, qui est le deuxième gaz à effet de serre, qui a mis plus de temps à augmenter, mais qui a aussi une contribution qui est plus faible que celle du CO2, qui est quand même... Le zéro est ici, le zéro c'est la ligne pointillée qui est là. Donc vous voyez qu'en gros, l'effet du méthane, c'est à peu près un tiers l'effet du CO2. Vous avez ici l'effet des aérosols avec cette grosse barre d'incertitude, mais qui a fortement augmenté là pendant cette période-là, et puis qui s'est stabilisé, voire même qui diminue un peu sur la période récente. Et puis vous avez l'impact des volcans, qui lui, pour le coup, il peut avoir un effet négatif très important, mais qui dure seulement pas très longtemps.
Et alors, et le total, le soleil est là, et le total, c'est la figure qui est montrée en noir, hein, qui prend en compte aussi l'effet des volcans. Le total, vous voyez qu'il y a ces grandes fluctuations, mais il y a avec une tendance à l'augmentation, mais quand même, quand il y a, par exemple, le puits d'un tubeau dont on a parlé tout à l'heure, et bien, pendant quelques années, le forçage du puits d'un tubeau peut aller au-delà de celui des forçages anthropiques. Et donc, si on fait un peu des moyennes, justement, pour éviter l'effet de ces fluctuations des volcans, on peut regarder sur des échelles décennales. Donc c'est ce qui est montré sur la fréquence, cette figure-là, sur la période un peu plus récente, de combien finalement mon forçage a augmenté entre une décennie et la suivante. Et en fait, vous voyez que pendant très longtemps, jusqu'à 1950, c'était positif. Hein, donc ça veut dire que le forçage, il augmentait un peu d'une décennie à l'autre, mais pas tellement. Et puis vous voyez que depuis 1970, là, c'est plus du tout la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette forte augmentation? Eh bien, c'est d'une part parce que le CO2 a augmenté très, très rapidement, et puis surtout parce que pendant très longtemps, l'effet du CO2 et autres gaz à effet de serre, il était à peu près compensé par l'effet des aérosols. Et puis à partir de là, les aérosols se sont à peu près stabilisés, alors que le CO2 et autres gaz à effet de serre continuent à augmenter. Et donc l'effet net, lui, il s'est mis à augmenter rapidement. Et donc finalement, quand on regarde ces forçages, ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que, alors qu'on a émis du CO2 depuis 1750, eh bien pendant très longtemps, il ne s'est pas passé grand-chose, il s'est passé des choses quand même. Hein. La température pendant cette période-là a augmenté un petit peu, mais c'est surtout depuis 1960 que la température augmente rapidement, parce que justement, ce forçage radiatif, il augmente fortement. Alors, en fait, ce forçage, donc on ne peut pas regarder, on ne peut pas mesurer le forçage radiatif directement, hein, je vous ai dit, parce que le forçage radiatif, il suppose qu'il y a des choses qui sont fixes. Il y a plein de choses qui sont fixes, en particulier que le profil de température dans l'atmosphère est à peu près fixe, ou au moins que la température de surface est fixe, ce qui n'est pas le cas en pratique. Donc, en fait, ce qu'on peut regarder, c'est le bilan énergétique de la Terre. Donc, en fait, on a des satellites qui mesurent justement, d'une part, le rayonnement solaire réfléchi, et puis d'autre part, allez, je vous la refais, tac, et puis d'autre part, le rayonnement infrarouge qui est émis. Alors, il y a tout un tas de zones où ce rayonnement infrarouge émis est plus faible que d'autres. C'est les zones de nuages. En fait, quand on a des nuages élevés, ces nuages sont froids, et donc il y a peu de rayonnement infrarouge qui est émis. J'en parlerai dans mon cours dans 2 semaines. Bref, donc tout ça pour vous dire que, en fait, ce bilan énergétique de la Terre, on le mesure effectivement depuis l'espace. Et donc, en fait, avant, on avait un certain équilibre entre le fait que la quantité d'énergie solaire qui arrivait était parfaitement compensée par la quantité d'énergie infrarouge qui sortait. Et puis aujourd'hui, en fait, on a la quantité d'énergie solaire qui rentre est à peu près la même, enfin pas complètement, mais à peu près la même. Et par contre, la quantité d'énergie infrarouge qui sort est un petit peu diminuée. Donc le bilan n'est plus équilibré, donc il y a de la chaleur, il y a de l'énergie qui est convertie en chaleur qui rentre dans le système, et on observe une augmentation de la température des océans, une augmentation de la température des terres, on observe la fonte de la glace, et une augmentation de la température de l'atmosphère, et donc on peut en déduire ou par l'énergie justement qui est due à ce déséquilibre, et on déduit de ces variations de température que l'essentiel de l'énergie part dans les océans, et puis une petite partie qui arrive sur la Terre, et puis une toute petite partie qui va dans l'atmosphère. En fait, l'atmosphère, la masse de l'atmosphère est très faible par rapport à la masse des océans, et par conséquent, le fait de réchauffer l'atmosphère demande beaucoup, beaucoup moins d'énergie que le fait de réchauffer les océans. Et donc là, ça nous permet, donc avec les mesures du satellite que je vous ai montré à un instant, eh ben on peut voir justement, on peut mesurer, avec une combinaison de la mesure du satellite et puis de l'observation des variations de température, on peut en déduire justement ce bilan d'énergie de la Terre et comment la chaleur rentre dans le système. En fait, si donc le déséquilibre radiatif, le déséquilibre entre la quantité d'énergie qui rentre et puis la quantité d'énergie qui sort,
Donc, qu'on peut soit observer par satellite, mais avec les satellites, on a du mal à être à quelques dixièmes de watts par mètre carré. La précision n'est pas de quelques dixièmes de watts par mètre carré. Donc, on se sert surtout de la variation de température dans les océans, dans l'atmosphère et sur les terres, pour en déduire justement ce déséquilibre énergétique, et on évalue que ce déséquilibre énergétique, il est l'ordre de grandeur, il est de 0,7 watts par mètre carré. En moyenne, sur Terre, sur une année, il y a 0,7 watts par mètre carré, il y a moins de 1 watt par mètre carré d'énergie en plus qui rentre que ce qui sort. Et ça, c'est un peu bizarre, parce que tout à l'heure, quand je vous ai montré cette figure-là, où je fais ma quantification des forçages radiatifs, vous avez vu que j'étais arrivé à la conclusion que les forçages radiatifs, si je prenais en compte la modification de l'effet de serre et puis le refroidissement par les aérosols, j'étais plutôt à 2,7 watts par mètre carré. Ça ne marche pas votre truc là, vous n'avez pas du tout d'accord. Mais non, il n'y a pas du tout de désaccord, c'est qu'à nouveau, le concept de forçage suppose que les températures de surface sont constantes. Ce qui, bien évidemment, ce n'est pas le cas. La Terre, puisqu'il y a ce déséquilibre énergétique, il y a plus d'énergie qui rentre dans le système qui sort, donc la Terre se réchauffe, et puisque la Terre se réchauffe, elle émet plus de rayonnement infrarouge. C'est le premier effet. Elle émet plus de rayonnement infrarouge, et donc elle compense en partie justement ce déséquilibre à la base. Donc en fait, ici, ça c'est un calcul en supposant que la température ne bouge pas. Et puis ça, c'est la vérité qui prend en compte le fait que la température augmente, et par conséquent, il y a plus de rayonnement infrarouge qui sort. Donc cette augmentation du rayonnement infrarouge, elle compense un petit peu l'augmentation de l'effet de serre. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de contradiction. Et donc je peux passer à mon dernier transparent. Comme d'habitude, je vous donne les points qui, à mon avis, sont les plus importants dans mon exposé. Donc j'insiste sur le fait que l'effet de serre, c'est un concept qui est compris depuis plus de 100 ans. Déjà, même plus que ça, si on regarde ce qu'avait dit Fourier dans la première moitié du XIXe siècle. C'est un concept qui est quantifié grâce aux mesures en laboratoire de l'absorption du dioxyde de carbone, grâce aux calculs qui nous permettent d'anticiper quel est le transfert du rayonnement infrarouge dans l'atmosphère. C'est quelque chose qu'on est capable de calculer depuis typiquement 70 ans, et puis qu'il est validé par les observations spatiales. Depuis une trentaine d'années, on a justement une mesure depuis l'espace de ce rayonnement infrarouge, et puis du déséquilibre aussi entre le rayonnement infrarouge et le rayonnement solaire. Donc le CO2, c'est le principal responsable de l'augmentation de l'effet de serre, mais il ne faut pas oublier le méthane et puis les autres. L'effet de serre n'est pas saturé, et il ne peut pas être saturé. Vraiment, quand on comprend bien ce que c'est que le mécanisme de l'effet de serre, on voit bien qu'il ne peut pas y avoir de saturation. Un point important, c'est les aérosols qui ont pendant longtemps compensé l'effet réchauffant de l'effet de serre, en fait, et qui aujourd'hui le compensent de moins en moins, même s'il y a des incertitudes sur la quantification précise de l'effet des aérosols. Je vous ai parlé du concept de forçage radiatif. J'insiste sur le fait que le forçage radiatif, ce n'est pas quelque chose qui se mesure, mais qui se calcule en faisant un certain nombre d'hypothèses qui peuvent être variables, comme je vous ai montré. Les facteurs naturels, aujourd'hui, avec notre compréhension actuelle, ils ont un effet négligeable sur le forçage radiatif. C'est au moins un facteur 10, enfin les effets anthropiques sont au moins un facteur 10 plus important que les effets naturels, si ce n'est plus que ça. Et la vapeur d'eau qui ne joue pas sur les forçages, mais c'est une rétroaction forte. Et pour comprendre ça dans le détail, je vous invite à rester pour les séminaires d'Hélène dans quelques minutes, parce que vous allez voir que c'est aussi fascinant et très intéressant. Et je m'arrête là. Merci.